Eh bien, à nouveau, bonjour à vous tous. Cette table ronde est inédite, j'oserais le dire. D'une part, elle porte les grandes valeurs que porte la filière de la communication en France, à mes yeux. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, depuis maintenant, je dirais 2 ans, on a vu des profondes transformations, on a vu des profondes mutations, on a vécu une crise extrêmement importante qui a impacté, comme vous le savez, très lourdement donc la filière de la communication en France. Et il est intéressant d'observer quelles ont été les transformations opérées, quelles ont été les actions qui ont été conduites et comment de nouveaux acteurs également arrivent sur ce même marché. C'est autour de cette réflexion-là que j'ai souhaité effectivement réunir à mes côtés les personnes que je vais présenter. D'abord Alicia, qui se présentera et qui est chez Docapost et qui nous parlera ô combien la transformation a été un élément déterminant. Et d'ailleurs, la crise Covid y a contribué. Tout à fait. A été déterminant. Et comment, effectivement, a été conduite cette transformation. Et puis, également, comment, à la fois, elle a changé de façon organique l'entreprise, mais aussi, elle a initié des actions de croissance externe. Et on voit bien et on sait qu'effectivement, pour enrichir véritablement la dynamique d'un secteur d'activité, eh bien, on a besoin aussi d'aller chercher de la compétence à l'extérieur. Et après, je vous donnerai la parole, Alicia. Merci, Dominique. On va se tutoyer. Hein. Donc, Eric, c'est mon compère de longue date, mais Eric porte un sujet qui est important, sur lequel nous, on a porté une attention toute particulière, qui est Inside Home. Il nous en parlera bien mieux que moi, mais c'est important de voir qu'à un moment donné, comment a évolué ou s'est comporté le consommateur pendant cette période Covid et quels sont les enseignements que nous sommes en mesure d'en tirer. Et au-delà de ça, quel est l'impact sur les médiums qu'effectivement cela peut avoir. Et c'est un élément tout à fait intéressant sur le regard du consommateur et je laisserai Eric donc témoigner. Alors, mon ami Thomas, l'homme de la première heure de l'Observatoire Comédien. À l'époque, c'était un logisticien marketing, une petite entreprise, jolie petite entreprise. Et en l'espace de 10 ans, tu as beaucoup plus grandi que nous d'ailleurs. Tu es devenu leader français sur ton métier. Tu es devenu leader européen en 2 ans. Et puis aujourd'hui, comme tu ne t'arrêtes pas là, tu t'attaques au marché outre-Atlantique, aux États-Unis. Tant qu'à faire. C'est une belle preuve qu'aujourd'hui, on ne doit pas rester que sur son territoire national. C'est une belle preuve qu'à un moment, quand on est champion sur son territoire, il faut aller franchir les frontières. Voilà une belle histoire que j'aimerais qu'on partage ensemble, parce que c'est également un signe fort pour tous les acteurs de la filière, ce type de posture. Alors Michel, vous ne le connaissez pas dans notre écosystème. Moi, je le connais depuis 1 an. Je suis son actualité. C'est un homme du gaming. Alors le gaming, on ne l'adressait pas à l'Observatoire. On n'adressait pas le gaming. On le regardait, mais on ne l'adressait pas. Et puis il m'a sensibilisé à ce qu'était cet univers, le monde du gaming, les valeurs, l'exigence du gaming, au niveau du son, au niveau de l'image, au niveau des codes. Absolument, oui. Au niveau des codes. Et ça, c'est un élément très intéressant. Et au-delà de ça, c'est un acteur français qui a regroupé plusieurs entreprises pour devenir leader sur son secteur et qui aujourd'hui, d'ailleurs, tu appartiens à un groupe qui est Keyword, qui est un groupe mondial, oui. Et vous êtes leader. Oui, tout à fait. Dans le monde. Et il y a tous les blockbusters dans le monde du gaming, c'est lui. Donc voilà, c'est quand même rigolo. Non. Et alors, mais ça serait pas très drôle si, quelque part, il n'avait pas encore des ambitions plus fortes, c'est d'aller inspirer le monde de la communication et des grandes marques pour pouvoir épouser les modes du gaming par l'exigence qualité qui est celle qu'il apporte et réglementaire. Sujet sur lequel on aura... C'est juste. Voilà ce que je souhaitais partager avec vous aujourd'hui et on va partager ensemble. Et sans plus tarder, Alicia, racontez-nous un peu l'histoire de la transformation et qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, je vais essayer. Docapost, déjà, peut-être pour représenter le groupe, hein, pour ceux, bien sûr, qui ne connaîtraient pas. Donc, nous sommes filiale du groupe La Poste à 100%. Nous sommes leaders des offres numériques de confiance et référent de la transformation numérique des entreprises. Que ce soit de très grands groupes, hein, on travaille avec 90% du CAC 40, mais également avec tout le tissu économique français, puisqu'on adresse également des PME, des ETI, des toutes petites entreprises via les experts comptables, puisque nos offres sont soit vendues directement
par nos propres services, soit via des partenaires qui intègrent en fait nos briques de confiance dans des logiciels, voilà, pour apporter toute garantie réglementaire à leurs clients. Donc la transformation du groupe, elle s'est quand même opérée, j'ai envie de dire, avant, et heureusement, la crise Covid, puisqu'on avait un plan stratégique 2017-2025 qui a été lancé par notre président Olivier Vallée donc fin 2016, et qui avait pour objectif de transformer tout simplement déjà la structure de notre chiffre d'affaires, hein, c'est-à-dire de garder notre approche hybride, c'est-à-dire qu'on ne renonce pas et on ne renoncera pas à nos activités physiques, parce qu'aujourd'hui on accompagne la transformation numérique de la France et que tout à chacun sait qu'on n'est pas encore 100% digital, on n'est pas encore 100% numérique, et on s'en est bien aperçu d'ailleurs pendant la crise. Heureusement. Hein. Et heureusement. Je ne vous aurais même plus à côté de moi. Donc, si vous mettez que du numérique. On aurait pu le faire en Teams, notre... Oui, certes, mais j'ai essayé de faire autrement, là, vous voyez. Et donc, c'est vrai que, évidemment, notre stratégie, elle avait été enclenchée avant la crise Covid, mais cette crise Covid, elle a été révélatrice parce qu'elle a accéléré cette transformation interne de notre chiffre d'affaires. C'est-à-dire qu'évidemment, nos activités historiques, on va dire industrielles et physiques, ont baissé pendant cette période, et nos activités de confiance, donc par exemple qui favorisaient la continuité de service pendant la crise. Hein, je pense à la possibilité, par exemple pour des entreprises, de faire travailler leurs collaborateurs depuis chez eux grâce à des solutions SaaS qu'ils n'avaient pas auparavant, avant la crise, finalement mesurer l'urgence et la nécessité de le mettre en place. Et là, c'est vrai que du jour au lendemain, en quelques mois, on a dû équiper des centaines d'entreprises qui nous appelaient en nous disant « mais aidez-nous ». Et du coup, on l'a fait. Donc, des écoles aussi, alors. Alors ça, c'est voilà, effectivement côté entreprise, on les a aidés. Et côté effectivement école, parce que comme vous le savez, donc La Poste, évidemment, travaille énormément avec le secteur public. On a travaillé avec La Poste et le ministère de l'Éducation nationale, justement pour réduire la fracture numérique. Il y a beaucoup d'enfants aujourd'hui qui n'ont pas accès à un ordinateur chez eux, dont les parents peut-être sont pas capables de les accompagner. Et c'est vrai que ça a été un révélateur, cette crise. Donc on a mis en place une plateforme, pareil, sur laquelle les professeurs pouvaient se connecter très facilement, envoyer les devoirs. Donc nous, derrière, on rematérialisait les devoirs, on les envoyait par La Poste, qui évidemment est notre partenaire numéro 1 sur ce sujet. Et ensuite, les élèves pouvaient donc réaliser des devoirs, les retourner, et donc nous, on les retransmettait. Et donc toute cette chaîne a quand même permis d'accompagner 200 000 élèves. Enfin, c'est vrai que c'était... et on l'a mis en place en quelques semaines. Donc c'est là où notre transformation, elle s'est accélérée. On a été aussi, je pense, plus visible au niveau du groupe, de l'État, et c'était vraiment, même personnellement, très agréable quand des personnes qui sont professeurs me disaient grâce à vous, on a pu continuer à travailler. On va reprendre sur vos autres métiers. Alors, mon cher Thomas, alors effectivement, moi, il faut que tu nous parles un peu comment tu as pris le sujet en main. La filière de la communication, je ne cesse de le dire, quels que soient les métiers qui la composent, le monde des agences, des médias, la filière industrielle, l'événementiel, la data, le numérique, aujourd'hui, on est des acteurs français. Le poids du chiffre d'affaires à l'export, de la filière de la communication, les 39 milliards qui la composent, les 45 000 entreprises qui la composent, représentent entre 3 et 5%. C'est une réalité économique. Bien. Alors, on va dire oui, mais tout le monde ne peut pas aller à l'international. Alors, la maison Staci est intéressante parce que c'est un acteur français qui était une petite entreprise. J'ai connu un fondateur, donc Jean-Pierre Mas, qui était d'ailleurs un de nos administrateurs à l'Observatoire à l'origine. Eh bien, petite entreprise française sur un segment de marché très pointu, la logistique marketing. Et puis, de là, effectivement, tu en es devenu le leader national. Par à la fois croissance organique, bien entendu, mais aussi croissance externe. Si je ne me trompe pas, tu m'arrêtes? Tout à fait. Non, tout à fait, tout à fait. Et puis après, tu t'es dit, maintenant, on est un peu à l'étroit chez nous. On est champion sur notre territoire. À nous
d'appliquer cette exemplarité, je dirais ce tour de main, pour aller approcher les différents pays européens. Et je crois que tu es pas loin d'être leader européen, si tant est que tu sois peut-être d'ailleurs, aujourd'hui. Oui, alors raconte-nous un peu l'histoire. En 2 mots, donc Staci, c'est une société de logistique, donc on a des entrepôts, on en a 62, on a environ 700 000 m² d'entrepôts, donc on gère des produits marketing dans ces entrepôts, qui sont les produits de nos clients, que l'on reçoit, que l'on pick and pack et que l'on livre en fait à tout type de destinataires, que ce soit les points de vente, les forces de vente, les techniciens et toutes les personnes qui utilisent ces supports marketing. Voilà, on a 500 clients et on livre environ 500 000 points de vente ou forces de vente. Voilà, ça c'est juste pour les quelques chiffres. On a développé cette activité en France en bénéficiant pendant une quinzaine d'années du phénomène d'externalisation. Donc les grandes sociétés, les grands groupes, qui sont les mêmes que vos clients aussi, ont commencé à externaliser ces logistiques qui avaient une saisonnalité, donc transformer leur coût fixe en coût variable en faisant appel à des prestataires comme nous qui effectivement avaient la capacité de leur faire payer de façon variable la consommation de prestations. Et on a beaucoup investi dans l'informatique pendant 10 ans. On en a fait vraiment un système très informatisé avec un tracking de ces produits qui ne sont pas code barrés. Et on pense qu'on a créé un vrai savoir-faire. Et en France, donc on l'a développé. On a effectivement, au fur et à mesure, on s'est rapproché d'un certain nombre de nos concurrents. Ils se sont rapprochés de nous, plus exactement, de façon amicale. D'ailleurs, les managers sont toujours avec nous. Et on s'est dit, en fait, pourquoi ne pas aller développer cette activité à l'international ? Le démarrage à l'international a été un échec retentissant. C'est-à-dire qu'on a appris tout ce qu'il ne fallait pas faire. On est parti en Espagne avec un franco-espagnol. On a monté de scratch un entrepôt. Et notre métier, c'est chicken and eggs. Il faut les entrepôts pour avoir les clients. Il faut les clients pour avoir les entrepôts. On a dû perdre 2 millions d'euros à peu près, je pense, en moins de 18 mois. Donc quand même une bonne tôle. Et en fait, on s'est rendu compte que malgré la capacité de duplication du modèle, ces métiers de service avaient quand même un besoin de proximité par rapport à la langue des autres pays, à la culture, à une commercialisation un peu particulière, un networking, etc. Et en fait, on a complètement revu notre façon de nous développer. On a été acheté dans maintenant 9 pays, des petites sociétés familiales, régionales qui faisaient un petit peu ce métier-là, mais pas très bien. Et on leur a apporté notre savoir-faire en termes informatiques et bien évidemment un certain nombre de clients où à qui on a proposé la même chose que ce qu'on faisait en France. Et donc ça a démarré petit et maintenant, effectivement, 50% de nos 500 millions d'euros de chiffre d'affaires, on le fait à l'international. Dans des pays où il y a encore énormément de potentiel d'externalisation, puisque l'Angleterre, on fait 50 millions en Angleterre, mais le métier est déjà externalisé à 95%. Et par contre, vous allez dans des pays du sud de l'Europe, Espagne et Italie, où là, le métier n'est externalisé qu'à 30%. Donc il nous reste un potentiel de développement très, très, très important. Et alors, Covid accélère ça de façon fulgurante. C'est-à-dire que ces pays ou ces clients voient qu'effectivement, ils ont besoin d'optimiser leurs coûts, d'optimiser leurs dépenses. Et donc, on a des développements très forts avec de plus en plus d'acheteurs mondiaux, en tout cas d'acheteurs européens. Et effectivement, il y a de ce point de vue-là une transformation puisque les acheteurs couvrent des zones géographiques beaucoup plus larges et donc cherchent, à partir du moment où ils l'ont trouvé, à dupliquer les best practices, à harmoniser les modèles, à avoir des reportings uniques et des systèmes d'information harmonisés. Donc voilà, c'est ça qui a fait le développement. Je reviendrai peut-être sur les Bien US sûr, un peu plus tard. Mais... sur les US, mais oui. Alors, Michel, tu t'intéresses aux marques, tu t'intéresses au monde du marketing et tu es un homme du gaming. C'est quoi la réflexion de tout ça ? Qu'est-ce qui t'a conduit à t'interroger pour ouvrir de nouveaux segments de marché, notamment le nôtre, celui du marketing et de la com ? Toi aussi, tu es une entreprise au départ, vous étiez des petites entreprises, ça regroupait des entreprises, tu en as fait un champion national, tu es adossé à un groupe mondial aujourd'hui, et tu as développé donc effectivement ton activité autour de ça. D'abord, sur l'excellence de 4 entreprises, ou 5 je crois. 5, oui, 5 entreprises, pour être un peu plus puissant, pour accélérer effectivement et poursuivre ton développement. Et aujourd'hui, pourquoi aller ouvrir sur de nouveaux segments de marché, notamment le monde du marketing ? Qu'est-ce que le gaming t'a donné comme inspiration ? J'ai l'impression qu'il y a un problème de micro.
Si tu peux mettre ton micro comme ça. Oui. J'ai envie de dire que le son, je ne connais pas, mais ce n'est pas vrai. Mais celui-là, je ne le connais pas. Le Keyword Studio France, c'est 55 personnes à peu près. C'est 11 studios d'enregistrement, des personnes à majorité dédiées à l'industrie du jeu vidéo. Nous réalisons des contenus, du doublage. Nous sommes vraiment leaders sur le marché français dans le domaine des audios que vous entendez dans le jeu vidéo, mais nous avons également en notre sein une équipe qui est dédiée à tout ce qui est contenu audiovisuel et publicité. J'appartiens à un énorme groupe mondial, hein, c'est un groupe qui fait 500 millions de chiffre d'affaires annuel à peu près. Et c'est comme toi, ça, Thomas. Mais notre périmètre français est plus petit. On tourne autour de 9 millions d'euros de chiffre d'affaires. Ce que l'on a constaté, c'est que l'industrie du jeu vidéo, elle a ses propres codes. C'est ce que tu disais tout à l'heure au début. En fait, si vous faites un parallèle, on peut établir de gros parallèles entre le jeu vidéo et le cinéma. Les gens du jeu vidéo, comme les gens du cinéma, ce sont des gens qui vont toujours chercher à intégrer, à dynamiser, à faire en sorte que des personnages s'identifient à du contenu. C'est un univers où les gens sont passionnés. Et ça, c'est ce que on trouve que le jeu vidéo, c'est quelque chose, c'est une industrie qui fédère énormément. Et ça fédère les joueurs, le monde. Il faut savoir que l'industrie du jeu vidéo représente plus de 2 fois le chiffre d'affaires de l'industrie du cinéma. Donc c'est quelque chose de gigantesque. Et en notre sein, on a des gens qui viennent de la radio. On fait beaucoup de cartoons, on fait beaucoup de séries dans tous les sens. Et ce que l'on a constaté, c'est qu'en fait, notre culture qui vient de ce cinéma, de cette immersion, intéresse les acteurs de tout style. Tu parlais de la qualité tout à l'heure. C'est flagrant que quand aujourd'hui, c'est un point dont on pouvait parler, si on regarde, et pardon, mais je vais vraiment schématiser, si on regarde la publicité telle qu'on la voit aujourd'hui, ou on n'est pas loin de voir l'observatoire, telle qu'on l'entend à la radio, si on regarde les éléments qui existaient il y a 20 ans, ça n'a pas changé, quoi. Même 30 ans, 40 ans, ça n'a pas changé. Même les façons de parler des comédiens n'a pas changé. Et c'est une version, si vous la regardez attentivement, c'est une version qui n'est pas naturelle, en fait, qui n'est vraiment pas naturelle. Les gens ne sont pas naturels. Et à partir du moment où on n'est pas en harmonie dans les contenus publicitaires, notamment, la question c'est comment est-ce qu'on peut toucher l'utilisateur, comment est-ce qu'on peut le relier à de l'émotionnel. Et c'est ça qu'apporte le jeu vidéo. Et c'est ça qui fait que beaucoup de gens se sont tournés vers nous et que nous apportons maintenant en termes de valeur ajoutée à cette industrie-là. C'est vraiment le côté, tu parlais de la qualité, c'est le cinéma, comme le jeu vidéo, ont l'habitude de dire que l'audio représente 50% de la qualité du contenu. Et on voit de partout des contenus, des pubs de tout style, où vous voyez que des efforts ont été faits, des efforts très importants ont été faits par rapport au visuel. Mais après, vous avez une petite musique qui est au loin, qui fait plop, 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 qui n'a aucun intérêt. Et vous avez une voix de comédien, on se demande même pourquoi cette voix a été choisie. Je stéréotype évidemment, hein, d'accord, je généralise. Et nous, notre positionnement, c'est celui-là. C'est de dire que vous investissez en termes de marketing des sommes énormes pour produire un film et surtout pour le diffuser, c'est ce qui coûte le plus cher. Et c'est dommage que vous n'alliez pas jusqu'au bout parce qu'en fait, vous perdez ce que l'industrie du jeu vidéo et l'industrie du cinéma ont compris. Vous perdez le liant, l'harmonie qu'il y a et qui fait qu'à un moment donné, ça va parler aux utilisateurs ou aux spectateurs. Alors, je ferai un petit choc, mais tu me disais également, ce qui est assez incroyable, et ça renvoie au monde du marketing, tu as eu un mal fou à trouver des designers capables de traiter du linéaire sur les jeux vidéo, et qu'il y a un problème d'inspiration ou de compréhension, donc là encore des codes, hein, et c'est difficile de trouver des acteurs de la communication qui puissent produire véritablement du linéaire ou effectivement de la mise en valeur de produits. Oui, mais ça c'est complexe. Absolument, c'est un peu lié à l'écosystème tel qu'il existe depuis des années, qui est lié à un annonceur, une marque qui a envie d'être vue. C'est son objectif, c'est d'être vu. Et la société de communication, pour qui
son premier objectif, c'est d'obtenir la satisfaction de son client. Et si vous regardez en ce moment, il y a énormément de phénomènes. On parle de Squid Game, une série pour laquelle les gens s'arrachent des baskets. C'est pas nouveau, ça existe depuis tout le temps. En même temps, on peut voir des personnes qui vont essayer de placer leur bouteille d'eau à côté d'un sportif pour être vu. Et en fait, si vous faites la comparaison entre ces deux exemples-là, vous avez dans un cas une marque qui veut être vue et qui est complètement en dehors de l'immersif. Donc ça va être identifié comme un rejet finalement de cette marque. Bon, je ne sais pas quel est l'intérêt pour les ventes, mais ça doit être très limité. Et dans l'autre cas, vous avez des utilisateurs qui vont s'identifier, qui vont retrouver des éléments qui vont leur parler, des éléments qui vont leur parler, et là qui vont se dire mais je veux les baskets, je veux le truc, et on rentre dans un côté qui est passionné. C'est un des codes du jeu vidéo, c'est la passion. Et c'est là où, justement, je pense que le secteur de la communication, en général, a à apprendre du gaming. C'est toute cette partie-là. Nous y reviendrons. Mon cher Eric. Allez, parle-nous un peu du consommateur à l'aune de ce que l'on a vécu depuis 2 ans, de cette étude profonde que vous avez conduite, que tu as conduite, les enseignements que vous en tirez. Et raconte-nous un peu l'histoire de Inside Home. Alors on va effectivement parler de marketing direct et on en parle depuis l'origine de l'Observatoire. La crise nous a amené à nous poser des bonnes questions et c'est vrai que de temps en temps en marketing il faut revenir à des fondamentaux parce qu'on a tendance à partir loin. Alors c'est bien parce qu'il faut innover, je reviendrai sur l'innovation, mais de temps en temps le risque de partir loin c'est de se perdre. Alors les chiffres du marketing direct, on les connaît, je ne reviens pas dessus, c'est une tendance baissière, mais c'est une tendance qu'on voit partout parce qu'il y a des transferts vers le digital. Pour autant, à la Poste, on croit fondamentalement que dans 10 ans, le marketing direct existera toujours et qu'il apportera toujours de la valeur aux marques. Maintenant, comment le faire comprendre ? C'est un peu la difficulté quand on voit tous les 3-4 ans une nouveauté digitale. Il y a eu TikTok depuis quelques années. On voit Twitch qui monte, qui surfe souvent sur le gaming, qui se développe fortement. Et il en arrivera d'autres. Instagram qui a pris une place énorme, etc. Donc il faut arriver à amener aux marques à comprendre que l'un ne remplace pas l'autre. Quand la pub télé à la fin des années 60 est arrivée, c'était ça va tuer la radio. Ben non, la radio, elle existe toujours. Elle s'est réinventée, elle s'est repositionnée, elle existe toujours. Alors, ce que la crise nous a amené, justement, c'est de nous reposer des bonnes questions. Et donc, les bonnes questions, il faut se les poser par rapport à ces consommateurs. Et nos consommateurs, c'est les Français. Et quand on regarde sociologiquement la transformation du mode de vie des Français, il y a un point qui nous a finalement sauté aux yeux, c'est le domicile. Alors ça nous a encore plus sauté aux yeux quand on était confinés, parce que là, pour le coup, on était enfermés chez soi. Mais en discutant et en travaillant avec des sociologues, on s'est aperçu que c'est un phénomène qui est né après-guerre, qui s'est amplifié, réduction du temps de travail, augmentation globale du pouvoir d'achat, et là où finalement le domicile, pendant longtemps, je vais faire du Zola pendant 10 secondes, on revenait épuisé du travail, on mangeait, on dormait pour repartir le lendemain matin. Bien aujourd'hui, et depuis quand même un certain nombre de temps, les Français sont fiers de recevoir des amis, de la famille à domicile. Et donc ça veut dire qu'on va y passer du temps, on va y consacrer de l'argent, et donc le domicile, c'est un lieu où le foyer se retrouve. Une fois que j'ai dit ça, et quand on s'appelle La Poste, on se dit quand même, il y a un truc qu'on fait bien, c'est le facteur qui arrive et qui va déposer le courrier à domicile. Alors des fois, le domicile, la boîte aux lettres, elle peut être à 10 mètres devant la maison, mais en tout cas, on sait par de nombreuses études que le courrier il est lu à domicile. Alors tu vas me dire, mais oui, mais à domicile, il y a un truc qui s'appelle la télévision, qui est au milieu du salon et qui prend beaucoup de place. C'est vrai. Et c'est pour ça qu'en fait, on a travaillé avec un cabinet d'études qui s'appelle Illigo, en interrogeant une centaine de foyers. Donc, quand je dis foyer, c'était monsieur, madame, les enfants, les ados, pour comprendre comment naissaient les projets d'achat. Et puis après, on a fait une grosse étude quanti sur 2000 personnes. Et là, on s'est aperçu qu'on pouvait facilement relier, c'est évident aujourd'hui en le disant, mais c'est pour ça que je dis qu'il faut revenir parfois aux fondamentaux, on pouvait relier le domicile au parcours d'achat, ce qui anime quand même aujourd'hui
tous les marketeurs du matin au soir. C'est comment je peux venir apporter de la valeur dans un parcours d'achat. J'ai un chiffre, allez deux, que je peux partager, mais enfin il y en a plein d'autres qui sont publics. Un chiffre à retenir, c'est que 86% des projets d'achat sont décidés à domicile. Donc ça veut dire que pour une marque, alors après l'achat peut se passer bien sûr en dehors, et dans un projet d'achat, il y en a qui sont plus ou moins longs, plus ou moins complexes, plus ou moins contraints. Il y a un exemple que j'aime bien prendre, mais parce que je l'ai vécu, le lave-linge qui tombe en panne en plein confinement. C'est quand même on va pas prendre 3 semaines pour se dire on va où, on le commande où, on va au plus vite. Un achat automobile, on sait qu'en moyenne, enfin c'est les constructeurs qui nous le disent, on est plutôt sur 3 mois de processus. Alors bon, si la voiture tombe en panne, ça peut aller plus vite. Mais globalement, quand c'est volontaire, on est sur 3 mois. Donc ça veut dire que on va s'inspirer, on va aller se renseigner, on va aller essayer des véhicules, on va en discuter avec des proches sur des expériences. Et donc le domicile, en fait, il a une place énorme puisque c'est un moment d'attention. Et on pourrait revenir d'ailleurs sur la notion d'attention et de la publicité, je pense que c'est un vrai sujet, où finalement, on va, en tant que consommateur, on va prendre le temps de s'inspirer et de discuter. Et c'est là où nous, on peut reconnecter le marketing direct, parce que c'est du print, et on parlera tout à l'heure du digital, mais le print, il a une valeur fondamentale. Le catalogue notamment, et c'est les Français qui nous l'ont dit, le catalogue, il a une vertu, c'est qu'il est là, il est sur la table de salon. Et donc à tout moment, je peux le prendre, je peux le partager avec mes proches, je le repose, j'y reviens. Ça ne veut pas dire que d'autres points de contact n'ont pas de valeur. Et voilà, la télé, sauf que la télé, c'est furtif. Un spot moyen, c'est 20 secondes. Le catalogue, on va y passer du temps. Et j'ai eu l'occasion d'intervenir souvent, et je te remercie, à l'Observatoire pour porter les valeurs de balmétrie, la mesure d'audience, etc. Et je pense que on y est administrateur, quand même. Absolument. Mais, et donc finalement, en se reposant sur des fondamentaux, on a pu reconnecter un contexte d'insertion publicitaire qui est le domicile, avec les parcours d'achat et finalement avec ce qui nous anime tous les jours. Alors Eric, je crois que c'est un point important, mais je pense qu'aujourd'hui, il y a un enjeu majeur. C'est celui de le faire savoir, le faire valoir et donner les éléments de langage à l'ensemble des acteurs de la filière. Parce que ça, c'est un élément, c'est aussi notre rôle aujourd'hui. Mais c'est vraiment un élément déterminant parce que je sais que le print a été malmené ou est malmené. Bon, en plus, aujourd'hui, il subit la hausse des matières premières qui ne l'aide pas donc, dans son modèle économique. Mais donc, tous ces éléments-là, je pense qu'il y a vraiment un rôle donc, important à apporter. Je sais qu'ils nous écoutent, ils sont très nombreux à nous entendre ce matin. Et vraiment, on a besoin d'avoir les éléments de langage pour aider véritablement vis-à-vis des grandes marques et sensibiliser les marques elles-mêmes à savoir que c'est une réalité. Parce qu'il y a quand même 2 sujets là. Tout à fait. Il y a à la fois le prescripteur et à la fois la marque qui, lui, doit comprendre que ce qui est dit n'est pas... Voilà, ça a énormément de sens. Alors, ce qui est important, c'est que partant du domicile, on s'est dit qu'on avait un insight fort qui allait nous permettre de raconter une histoire différentes aux marques. Après, ce qui est important, c'est aussi d'avoir des partenaires, notamment en termes de communication, qui vous challenge. Et donc, en l'occurrence, quand on a parlé du domicile à notre agence de com qui est Havas Paris, et je les en remercie, ils ont finalement poussé le bouchon encore plus loin en nous disant, mais finalement, votre truc, c'est assez malin, mais il faut en faire en communication un marqueur fort. Et finalement, ils nous ont amené à transposer la transformation qu'ont pu faire les afficheurs. On est passé de l'affichage à la communication extérieure et maintenant au OH, Out of Home. Et donc, notre domicile, on le raconte sous une nouvelle bannière qui est INH, Inside Home. Et donc, on prétend, maintenant ça va être à nous de porter l'épreuve, être le best performer du domicile. Et donc, à partir de là, ça nous permet de construire l'histoire, mais c'est pas que la poste, parce que derrière un courrier, il y a la filière papetière, il y a des imprimeurs, il y a des routeurs, je rappelle, et il y a la data. J'aime beaucoup rappeler ça parce que c'est vraiment notre ADN et notre origine d'ailleurs, donc il ne faut pas l'oublier. C'est que la filière industrielle, c'est quand même 45% du poids économique en France. Donc pour bien resituer, c'est une filière qui est importante, qui est puissante, et c'est 45% du poids économique du marketing et de la com, au hasard. Alors moi, je voudrais mettre un peu d'innovation dans tout ça. Alors je sais que la croissance externe, parfois, y contribue. Alicia, comment ça se passe, l'innovation chez Docapost ?
Alors, il y a l'innovation, bien sûr, interne, puisque on est tous innovants. On est tous innovants et puis on se challenge au quotidien. Et puis, effectivement, on consolide notre position de leader sur les offres de confiance par des acquisitions externes. Donc, par exemple, on a racheté il y a quelques années Voxali. Donc, c'est une offre de vote électronique à distance. On avait déjà des assets chez Docapost, c'était complémentaire. On est devenu plus que numéro 1, on va dire, du marché. Pareil sur l'archivage, donc l'archivage de documentaires à valeur probante, donc qui est très réglementé. Donc on a racheté aussi Archineo, grâce notamment au rapprochement entre la Poste et la CDC, la Caisse des dépôts et des consignations. Donc on est devenu également leader, on va dire, incontesté. Donc voilà, quand on rachète, en fait, aujourd'hui, c'est soit pour avoir une assise beaucoup plus forte et qui va nous permettre, justement, on en parlait un peu, d'aller aussi élargir au-delà des frontières françaises, parce que quand on veut garantir des solutions à un niveau réglementaire élevé, notamment européen, les normes sont extrêmement strictes et les investissements très lourds. Donc si vous n'êtes déjà pas leader dans votre on va dire pays, voilà, vous ne pouvez pas accéder à un marché de plus grande ampleur. Donc il se peut aussi, bien sûr, qu'on fasse des acquisitions qui nous permettent d'accélérer sur l'international et prioritairement sur l'Europe. On a également des acquisitions qui sont des acquisitions d'offres B2B2C. Notamment Index Éducation, alors que vous connaissez peut-être si vous avez des enfants sous le nom de leur logiciel qui est très connu, qui s'appelle Pronote, qui permet aux parents qui ont des enfants qui sont au collège, lycée, d'avoir accès aux notes, aux absences, d'interagir avec les professeurs. Et donc là, cette acquisition elle avait été prévue avant le Covid, mais elle s'est faite pendant le Covid. Et en fait, ça a été en plus un moment d'explosion, bien entendu, du service. Et ce service, c'est le seul qui a tenu. C'est-à-dire que ça a permis aussi une continuité scolaire. Donc c'est ça. Donc typiquement, c'est le type d'acquisition qu'on fait. On a également élargi notre périmètre puisque donc on a 4 métiers. Un métier d'éditeur, donc je vous en ai parlé, de solutions de confiance. Un métier d'intégrateur, c'est-à-dire qu'on est capable d'intégrer nos briques pour délivrer une solution clé en main à un client. Et puis, un métier qui est plus récent, qui est de SN, donc de conseil. Donc, du coup, on est remonté aussi dans la chaîne de valeur auprès des clients pour les accompagner dans leur transformation numérique. Ouais. Alors ça, c'est une très bonne transition par rapport. Je crois qu'on matérialise bien. Et vous m'avez coupé sur mon dernier métier, qui est le métier industriel. Voilà, et comme ça, j'en aurais fini. Parce que j'ai remarqué, vous me coupiez. mais que tu gères donc d'une façon très hybride. D'ailleurs, c'est intéressant. Tiens, on va faire un petit focus sur le métier industriel. Oh là, parce que je t'avais coupé. Vous savez, c'est mon truc, ça. Moi. C'est celui qui est aujourd'hui en décroissance quand même, puisque le métier industriel, c'est l'éthique et le back-office chez nos clients. Et c'est là où on a le plus souffert pendant la crise, alors que tous nos autres métiers, on a été en croissance, et notamment sur les métiers d'éditeur, on a fait des chiffres incroyables. Mais on va reprendre la croissance, puisque si on écoute bien Eric, de toute façon, on sait que le marketing direct est un élément déterminant, donc effectivement, du moteur d'achat, donc forcément, on va reprendre de la croissance. Donc on compte beaucoup sur Eric. Oui, tout à fait. On est bien d'accord. Donc on le met au pied du mur maintenant, il va falloir qu'il fasse le nécessaire pour sensibiliser les grandes marques, pour qu'on reprenne du rebond. C'est en cours. Pardon ? C'est en cours. C'est en cours. Et sur la data, d'ailleurs, la Poste a énormément investi, à la fois en rachetant des sociétés nous qui viennent consolider d'ailleurs l'offre de services de Docapost. Et on est quand même aujourd'hui, il faut le savoir, en France, on a un pôle de 350 data scientists. Ce n'est pas rien par rapport au marché français, c'est énorme. Et ça, c'est des choses qui sont peu connues. Donc, je te rejoins quand tu dis que c'est tout. Tu permets, Dominique, je rebondisse aussi sur un petit mot d'Eric, sur le domicile. Nous, on a un business qui est la diffusion des catalogues pour les tours opérateurs. Alors,
Franchement, quand on a vu arriver le Covid, on s'est dit, je pense que l'entrepôt va faire autre chose après Covid. Les catalogues pour les tours opérateurs, on s'est dit, alors, ça baisse effectivement régulièrement. On a une baisse de 5% par an. Là, on s'est dit, ça va faire moins 100% en 2 ans. Eh bien non. Et franchement, on est même nous-mêmes très surpris de voir que les tours opérateurs, alors même que leur activité n'a pas repris à plein, rééditent des catalogues et en quantité importante et rediffusent ces catalogues pour les raisons que tu disais, d'avoir ça effectivement sur la table basse dans le salon, consulter en tournant les pages les photos de voyage avec la famille, etc. Et donc voilà, et on voit ça aussi aux États-Unis d'ailleurs, de la production de catalogues, c'est-à-dire que Internet, le e-commerce, etc. Tire aussi la production de catalogues, et il faut des supports. Amazon édite des catalogues maintenant aux États-Unis, c'est quand même un point. Alors dis-moi toi, dans le domaine de l'innovation et dans le domaine tu l'évoquais, Alicia. Donc, on remonte dans la chaîne de la valeur. Je sais que c'est aussi une stratégie qui fait partie du métier traditionnel et historique de Staci, mais qui aujourd'hui prend aussi de l'ampleur. Et je sais aussi que tu as su investir dans des startups pour effectivement gérer. Tu peux nous en dire un peu plus pour essayer de comprendre la logique et la complémentarité à tes métiers de base? On est sur des métiers, nous, très industriels, de logistique, des préparateurs de commandes, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et c'est vrai qu'il faut nos clients nous demandent d'apporter de la valeur ajoutée, en fait, d'étendre la prestation de service. Ils veulent se décharger de plus en plus d'un certain nombre de tâches de gestion qui ne sont pas leur cœur de métier. Et donc, on a notamment investi très lourdement et investi dans des plateformes digitales de relations avec les points de vente et de relations avec les sièges. Et on digitalise la relation client. Pour un logisticien, on s'y attendait pas, quoi. Donc, on a une web agency intégrée. On a 35 personnes qui produisent des boutiques. Alors, on s'inspire bien évidemment d'Amazon et de tout ce qui nous arrive du e-commerce, parce qu'il faut que, y compris le pompiste de chez Total, soit dans un environnement qui soit sympa, qui soit facile pour commander ses produits non marchands et ses stickers et ses vêtements de travail. Donc voilà, c'est ça qui a été une des vraies transformations, et une société de logistique qui a investi plus de 10 millions d'euros par an dans des solutions digitales. Donc voilà, et c'est incontournable en fait. C'est-à-dire que sinon, on va se faire disrupter. Donc vous l'avez dit à la réunion précédente, mais on sait très bien qu'on va avoir une start-up qui va disrupter notre métier. On risque de devenir sous-traitant en fait de ce type de start-up. Donc voilà, on a anticipé les sujets, on a recruté des geeks, et du coup, on faisait de la diffusion physique de matériel, et lors d'une acquisition, on vient d'acheter une société qui fait du digital signage, c'est-à-dire des écrans et qui installe des écrans pour diffuser du contenu. Donc on se rapproche de ce que tu disais aussi. Voilà, et ça fait en 3 ans 10 millions de chiffre d'affaires, 1 million de résultats. Ça a explosé en Angleterre, qui sont toujours très en avance sur nous. Donc voilà, alors c'est un peu diversification. Mes équipes appellent ça le jouet du président, mais finalement ça commence à faire des petits. Et nous, on a quand même ce savoir-faire de gérer du contenu qui était physique et qui devient digital. Et on apporte donc des solutions hybrides aux clients qui n'ont plus qui s'adressent à nous pour plusieurs solutions de ce type. Voilà. Alors, Michel, l'innovation, donc comment elle est portée, vécue, supportée, accélérée, et comment elle contribue effectivement au modèle économique, à l'amélioration, bien entendu? Alors déjà, je pense que vous avez tous entendu parler du jeu vidéo, du rythme du jeu vidéo, du stress dans l'industrie du jeu vidéo, adapté à la créativité qui va avec. En fait, nous, notre industrie nous oblige à nous remettre en question à chaque projet. Mais au-delà même de chaque projet, c'est dans différentes étapes au sein même du projet. Un jeu vidéo ne s'enregistre que très rarement en une seule fois. Il va y avoir une dizaine de sessions différentes. Et une session, ça peut être 10 jours de travail, ça peut être 2 mois de travail. Donc ça fait partie des éléments qui fait qu'en fait, on se remet constamment en question. Constamment. On a des process structurés, mais en fonction de ce que l'on va recevoir du client final, on va remettre en question nos process. Donc en fait, c'est quelque chose qui nous oblige à avoir une agilité que n'ont pas habituellement les autres médias. Et ça, c'est un des éléments qui fait que notre société est
constamment en train de rechercher des solutions, de chercher à s'améliorer. Ça, c'est un point de base. Là, récemment, justement, tu le disais tout à l'heure, on est à la rencontre de 5 sociétés. On a été obligé de faire une transformation profonde puisque nous avons fait une fusion de 5 cultures différentes, 5 sociétés, c'est vraiment 5 cultures. On y est encore, ça a commencé il y a 4 ans, on est en train on est dans le dernier sprint, et ça nous a obligés à repenser en plus nos propres process en fonction des expériences de tout le monde. Mais tout le monde aussi dans des secteurs différents. Le jeu vidéo, comme je le disais tout à l'heure, la pub, l'audiovisuel, etc. Et donc ça nous a obligés à complètement revoir nos manières de travailler et de voir ce que chaque secteur pouvait apporter à chaque autre. Comment la pub pouvait apporter de l'intérêt à l'audiovisuel, comment le jeu vidéo pouvait apporter de la valeur à la pub, etc., etc. Récemment, on a créé 6 nouveaux studios d'enregistrement. Et on a complètement, que tu as visité, je crois que tu... J'ai visité, c'est extrêmement impressionnant. D'ailleurs, je vous invite à aller voir. Ah, vous êtes les bienvenus. En tout point remarquable, mais exceptionnel. Ils sont en France. Ils sont à Paris, oui, boulevard Exelmans, juste à côté d'ici. Donc, et on les a travaillés pour en fait, c'est un client qui nous a rendu visite, un très grand client français, qui nous a rendu visite et qui a dit la chose suivante, il a dit: vous avez réussi à supprimer la charge mentale que l'on a habituellement en studio. C'est vrai. C'est assez incroyable, c'est-à-dire qu'en fait, on a fait en sorte que tout soit beau, mais beau, c'est très beau. Et que tout ce qui est lié à de la technique, tout ce qui nous parasite habituellement pendant les enregistrements, ne soit pas présent. Et en fait, quand on est dans ces studios d'enregistrement, on est juste concentré à de la création, de la valeur ajoutée. Donc ça, c'est comme ça que l'on a D'ailleurs, tu m'as dit qu'on ferait des webinaires présentiels. Absolument. Donc pour arriver, effectivement... on est en train de travailler en ce moment la création d'un grand auditorium. Si, je suis en train de préparer mon programme pour l'année prochaine. Il va falloir que je prenne des dates. Donc je prendrai une date, si tu veux. On travaille un grand auditorium qui sera Dolby Atmos, dédié à tout ce qui est industrie du broadcast. Et oui, on prévoit de pouvoir accueillir voilà, le beau. Je pense que tu as aimé ce que tu as vu. Nous, on s'y régale. Et nos équipes se régalent aussi. Donc ça fait partie des éléments que l'on a l'innovation au sens tel qu'on peut l'entendre, peut-être un peu primaire, je vais dire ça ainsi. Comment ça se passe? C'est des métiers qui se disruptent, que vous êtes disruptés, il y a de nouveaux acteurs qui arrivent, qui réinventent des modèles. Alors, oui, parce que tout à l'heure, on pouvait parler de ce que le jeu vidéo peut apporter à l'industrie de la publicité en général. On n'est pas attaché à un code, en fait. On est attaché à un résultat. On est attaché au fait qu'à la fin, la personne puisse se dire qu'elle a vécu un moment, même pour un 30 secondes. Et ça, par rapport à un schéma classique, j'ai envie de dire, des médias qui existent depuis avant ma naissance, c'est déjà une innovation. Après, il y a un autre élément qui est lié à notre agilité. C'est un point dont tu parlais tout à l'heure par rapport au légal. Notre groupe a identifié que l'ensemble, quand on parle RGPD, tout le monde sait ce que c'est. Toutes les personnes du légal disent ouais, c'est bon, on s'en est occupé. Et en fait, non, parce qu'en fait, le RGPD, 85% des gens ne pensent pas que ça s'applique à la voix. Et la voix est une donnée personnelle. Et je suis persuadé que chaque fois que vous faites tous et toutes des campagnes de publicité ou autres, vous allez faire un casting. Vous allez choisir un acteur, un comédien. Et le simple fait que vous receviez ce média-là vous rend non conforme au RGPD. Et quand je dis ça, il y a les personnes du légal qui avalent leur salive, qui deviennent toutes blanches. Et ça, c'est quelque chose sur lequel notre groupe a énormément travaillé. Communique, c'est quelque chose dont le cinéma est en train de s'emparer et c'est quelque chose pour lequel nous apportons une solution qui est globale pour éviter que Ça fera l'objet de notre workshop ensemble. Workshop juste après tout à l'heure. Ouais. Tout à l'heure. Eric, si on voulait... nos acteurs de la filière ont été quand même, il faut quand même le reconnaître, extrêmement traumatisés par ce qui s'est produit au cours de ces 2 dernières années et affectés. Si aujourd'hui, on devait donner quelles seraient les clés pour effectivement leur permettre
de redémarrer d'une part, pour ceux qui ont été quand même terriblement arrêtés, de s'appuyer sur des savoirs, ou quelles sont les bonnes pratiques à prendre, ou quelles sont les bonnes voies. Alors, on parle de croissance externe, on parle d'innovation, on parle d'intégration en amont de la chaîne de valeur. Toi qui connais cette filière industrielle merveilleusement bien, on a besoin de leur donner des clés. On a vraiment besoin de leur donner des orientations et des axes. Et je pense que j'aimerais bien que là, on se donne 10 minutes chacun, ou 2-3 minutes chacun pour donner des points clés. Qu'est-ce que vous devriez faire? Qu'est-ce que toi tu ferais? Comme l'a dit Thomas, bon voilà, moi si je veux être international, il va falloir que... Qu'est-ce qu'il faut faire? Parce qu'il faut aujourd'hui se réinventer et il faut que les marques nous entendent. On l'a vu ce matin, on a eu une table ronde, ils sont très exigeants sur les attendus de la profession. Ils l'ont très clairement dit ce matin. Donc maintenant, cette exigence, il va falloir y répondre. Qu'est-ce qu'on peut leur dire? Moi, je pense qu'il faut d'abord de la persévérance, parce qu'on s'aperçoit que le digital a des limites. Mais j'y viendrai après sur le côté positif du digital. Je vais prendre un exemple que l'on vit depuis le début de l'année avec un gros pure player qui s'appelle Cdiscount, qui a, pendant la pandémie, qui était avec nous ce matin, a perdu beaucoup, enfin gagné, pardon, beaucoup de nouveaux clients, mais comme tous les commerçants, on l'a vu, ça a été un phénomène vraiment d'accélération. Très bien. Sauf qu'il y a eu beaucoup d'achats opportunistes. Entre ceux qui avaient besoin de s'équiper pour le télétravail, ceux qui étaient à la maison en chômage partiel, il fallait occuper les gamins, etc. Et donc, il y a eu une explosion du e-commerce. Et maintenant, comment je garde ces clients? Et comme beaucoup de e-commerçants, il y a des abandonnistes. Et donc, il y a des gens qui sont venus, ils ont trouvé l'opportunité à un instant T, tiens, je vais acheter une imprimante par là, puis ils partent ailleurs. Donc, le réflexe traditionnel d'un e-commerçant, digital. Allez hop, j'envoie de l'email, de la newsletter, et puis j'envoie, et puis il ne se passe rien. En tout cas, sur une partie de la donnée. Cdiscount nous a écoutés, ils ont testé le courrier. Ça marche. Des taux de retour surprenants. Pas sur toute la base, sur la base des abandonnistes. Et on en est à la 3e vague, et qui ne fait que croître. Donc qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'on peut, sur des gens purs digitaux, les amener au print. C'est pas à la place d'eux, mais c'est juste, ça fait autre chose. Après, l'autre levier, c'est l'innovation. Et l'hybridation, c'est bien le sens de l'histoire. Je vais prendre 2 exemples. Le QR code, qui était quand même, en tout cas en France, assez moribond. Les gens ne comprenaient pas. Quand on allait en Asie, on se disait, ouais, ils sont tous en train de flasher, et puis là, ça ne prend pas. Sauf qu'aujourd'hui, pour boire une bière ou un café, ou pour un verre d'eau. Ou un verre d'eau. Un verre d'eau, tu le demandes peut-être sans enlevant le... Ou pour aller au resto, les Français ont découvert que derrière un QR code, ce truc un petit peu... on peut avoir de l'information, on peut avoir du contenu utile. Pour peu qu'on fasse l'effort justement de produire quelque chose avec du son, avec de la vidéo qui soit engageant, on s'aperçoit que sur les campagnes de marketing direct, print avec du QR code, on a des taux d'usage qui sont sans commune mesure avec ce qu'il y avait il y a 2 ans. Super. Tu as utilisé la voix aussi, je crois. Et alors, on a testé la voix, donc les enceintes vocales, avec succès. Alors, on n'en est qu'au début de l'histoire, mais qu'est-ce que c'est? Donc, j'envoie un catalogue papier. Le problème de la voix, c'est que si je dois encoder tous mes produits que je promeux, vous imaginez la FNAC et en vocal, c'est juste impossible. Il y a un fond de catalogue qui est juste démentiel. En revanche, en print, je vais attirer l'attention sur des produits sur lesquels j'ai envie que le consommateur vienne. Je lui permets de commander à la voix et ça fonctionne. Alors, on est plutôt aujourd'hui sur des early adopters, je ne dis pas que 100%. Sauf que c'est un nouveau canal de commande, donc je laisse mes destinataires commander sur le web, aller en boutique, il ne faut quand même pas oublier les magasins qui ont encore beaucoup d'attrait, mais je donne un nouveau moyen aux consommateurs d'interagir avec la marque par la voix. On l'a fait avec VVF notamment, qui était un pionnier avec nous. Ils ont été étonnés, d'ailleurs nous aussi, sur les taux de retour. Et là, on a travaillé avec une start-up qui apporte en fait une surcouche, start-up française, une surcouche d'intelligence, parce que, mine de rien, les enceintes connectées ne sont pas si intelligentes que ça. Alors, commander de la musique, ça va. Demander, je veux telle ou telle station de radio, ça va, mais je veux tel voyage, dans telles conditions, là, c'est plus compliqué. Mais
Donc on est bien sur une hybridation. J'ai tout l'impact du physique, du mailing ou du catalogue à la maison, mais je donne un moyen via le digital de prolonger l'expérience. Alicia, si on avait effectivement une, deux ou trois idées donc, à apporter, allez, pour notre filière, pour qu'ils nous écoutent, et moi, je vais faire le checklist, après je leur dirai voilà. Je dirais qu'il faut investir sur la relation client. Ça rejoint d'ailleurs aussi ce que tu nous expliquais. Et enfin, nous, en tout cas, on a été particulièrement sensibles et c'est au cœur de notre préoccupation. C'est bien d'équiper de services, d'offres, de biens, mais derrière, déjà, quand c'est du numérique, il faut être sûr qu'il y a des usages. Donc nous, on a énormément travaillé sur l'accompagnement, en tout cas des clients qui montaient sur le digital et du coup qui avaient besoin d'accompagnement. Et par exemple, là, il faut aussi avoir le courage de se remettre en cause. Donc par exemple, là, on a lancé un projet à partir d'un moteur de recommandation intelligente. On a la chance d'en avoir à la maison, donc voilà, on se l'applique déjà à nous-mêmes. Voilà, pour recommander à nos clients des services additionnels, mais intelligents et de meilleure qualité en fait que ce qu'on pouvait déjà faire historiquement. Voilà. Et je pense que c'est monter d'un cran l'exigence en fait qu'on avait. Je pense qu'aujourd'hui, le consommateur n'accepte plus. En fait, que ce soit dans le B2B ou dans le B2C, il a monté d'un cran son niveau d'exigence en termes de relations clients et notamment voilà, l'expérience, on va dire, Amazon qu'il a vécue à la maison aussi pendant ce confinement. Il le souhaite à tous les niveaux maintenant et aussi dans le monde du travail. Donc, il faut... voilà. Moi, c'est vraiment ce que je retiens. C'est monter en exigence surtout. Mon cher Thomas, qu'est-ce que tu recommanderais donc, à nos amis et acteurs de la filière, à l'aune de l'expérience qui est la tienne, de ce que tu as vécu? Aujourd'hui, tu m'as donné une casquette internationale, donc ce que je leur recommande, c'est d'aller aux États-Unis. Franchement, pour reprendre notre expérience, nous on y a été avant Covid parce que pendant on ne pouvait pas y aller et on a été étudier notre métier. C'est-à-dire avant de s'implanter aux États-Unis pour pouvoir refaire la même erreur dont je vous ai parlé tout à l'heure, et ça aurait coûté encore plus cher, je pense. J'ai été donc visiter des entrepôts, des installations logistiques d'un métier finalement qui n'est pas récent. La logistique marketing, c'est pas un métier récent, ça existe depuis fort longtemps. Et j'étais très surpris du résultat. C'est-à-dire que pour les inventeurs de Amazon, de Facebook, de Tesla, enfin qui donc révolutionnent le monde, je pense qu'on peut le dire, de l'iPhone, etc., sur des métiers historiques, on était chez Zola. Je vais reprendre ce que Eric disait, mais quand je dis Zola, vous ne pouvez pas imaginer ce que j'ai vu. Des entrepôts sales, totalement désorganisés, sans process, trop grands. Et ma conclusion a été de me dire, mais en fait, ils ont trop de place et trop de monde. Et donc, ils n'ont pas besoin d'optimiser. Et nous, acteurs européens, en l'occurrence, mais comme vous tous ici, on est challengés par nos clients, on est challengés sur les coûts, on a des charges sociales élevées, on a des engagements long terme avec nos collaborateurs. Enfin, je ne vais pas refaire l'économie telle qu'elle est, mais donc voilà, on est quand même obligé de faire attention à nos dépenses, d'amener de l'innovation, de l'amener des économies, d'amener des plans de progrès, de l'amélioration opérationnelle, etc. Et donc, pour le coup, on a gagné un appel d'offres aux États-Unis. On a répondu à un appel d'offres. Franchement, on n'y croyait pas. Ce truc de 12 millions de dollars, quand même, on s'est dit ce serait un miracle. Et on a gagné l'appel d'offres. Parce que les Américains, ils sont capables de vous signer un truc alors que vous n'existez pas. C'est-à-dire qu'on n'avait pas de société, l'histoire est véridique, on n'avait pas de société, on n'avait pas d'équipe, zéro, et pas d'entrepôt. Et on gagne l'appel d'offres, ils nous disent, vous démarrez dans combien de temps? 4 mois, bon, c'est un peu long, mais ça ira. Attends, bon, alors là, le branle-bas de combat, on va louer un entrepôt, on cherche des gars, bon, il faut quand même en envoyer quelques Français pour former, etc. Et on a démarré de scratch comme ça. Il y a donc
3 ans. Et ça a plus que triplé de taille en 3 ans, y compris pendant la période Covid, qui était très compliqué à gérer à distance, comme vous pouvez l'imaginer. J'ai fait beaucoup de visio la nuit à l'heure européenne, en CET, hein, et on a maintenant donc, un entrepôt de 12 000 m² à New York, de 15 000 m² à Memphis, et on ouvre un autre 20 000 m² à Reno, dans le Nevada, chez les Cowboys. Bon. Et voilà. Et donc le développement est rapide parce qu'on amène un niveau de service élevé. Et je pense que les sociétés françaises, ça rejoint ce que vous disiez tous, on a, nous, ce savoir de l'attention client, de la demande client et d'un niveau de service élevé que d'autres n'ont pas. Je ne veux pas dire que les Américains sont des nuls, forcément, ça va les énerver. Mais si vous voulez, on est vraiment, nous, je pense, pointus. Nos métiers, on est pointus, on est professionnels, on a des savoir-faire qui sont exportables et qu'on n'ose pas vraiment exporter. Alors, le risque est élevé, hein, donc il faut aussi être un peu kamikaze, quand même, de temps en temps. Là, je vois que l'heure tourne, mais quand même, le risque d'aller dans ces pays-là est élevé et il faut de temps en temps passer un petit peu entre les gouttes. Voilà. Donc, et puis avoir des moyens, parce qu'il faut avoir des moyens, effectivement, pour aller dans ces pays-là. Mais voilà, je pense que la filière, et on a des champions, des champions français, européens, qui peuvent tout à fait avoir des ambitions beaucoup plus larges dans le monde. Et sachez que, juste pour finir, un de nos clients vient de nous dire, mais le Japon, c'est pour quand? Alors, on va attendre que le Covid se calme un peu, quoi. Voilà. Michel, allez, un conseil dans cet univers que tu connais bien, la communication pour autant, mais toi, ton univers de référence, s'il y avait un conseil Tout à l'heure, tu parlais d'accompagnement. Nous, on parlera d'immersion. C'est la même chose, en fait. L'exigence d'aller jusqu'au bout de l'exigence, c'est vraiment le plus gros conseil que je puisse donner. Ça, c'est vraiment notre expertise. Demain, il y aura tu parlais d'innovation. Demain, il y aura la réalité augmentée. Elle est déjà là. Hein. Tu parlais des QR codes. Il y a des sociétés qui sont exceptionnelles, qui font des choses, des sociétés françaises qui sont très fortes. La voix de synthèse, évidemment, elle est là. J'en connais un rayon. Ça va être là pour répondre à un certain nombre d'usages, pour qu'on soit totalement en immersion. Et cet élément, à nouveau, c'est l'accompagnement, c'est l'immersion, c'est des éléments que l'on dit tout le temps, mais je pense que le gros de la solution en communication est là. Eh bien, le métaverse vient du gaming. Hein. Oui, tout à fait. On parle que de ça partout, et ça vient du gaming. Donc c'est quand même le gaming qui est très en avance aussi sur des solutions 3D intégrées, etc. Tout à fait. Écoutez, merci d'avoir joué le jeu autour de ce point d'échange qu'on a ensemble dans des métiers, comme vous le voyez, ô combien différents, tous constituant une filière, cette filière de la communication, cette belle filière de la communication. Et je crois qu'effectivement, il faut savoir s'inspirer de ce que vous nous avez dit. Hein, ça va contribuer effectivement. Et merci encore à vous. Merci d'avoir joué le jeu. Merci beaucoup. Merci Dominique. Merci et bravo pour l'organisation de ces événements. Merci beaucoup. À très vite. À bientôt. À bientôt.